à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle interview. Et cette fois, nous sommes en compagnie d'un grand monsieur, un président de structure. Et c'est le président de structure de la Bella Family. Comment vas-tu, Magid? Mais très bien, ma foi. Ça va super bien. Alors, on va te poser quelques questions. Certes, voilà, ça peut troubler un peu des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ce genre de questions. On va parler un peu de ton travail, on va parler de comment tu t'appelles, voilà, ce que tu fais dans l'e-sport, parce que voilà, président, c'est une toute autre chose aussi que d'être joueur dans une association. Donc est-ce que tu peux déjà nous éclairer un peu sur ton prénom, ton âge, ton pseudonyme sur les réseaux sociaux et avec qui travailles-tu? On l'a dit juste avant avec la Bella Family. Et que fais-tu justement chez Bella Family en gros? Alors moi c'est Magid, donc mon pseudo c'est Raging Bull. Dans les réseaux sociaux c'est Bella Raging. Donc oui, donc je suis président de la Bella Family Gaming, donc ça consiste à gérer une structure. Donc la particularité qu'on a nous chez nous, c'est qu'on est trois à gérer la structure. Donc il n'y a pas de président à proprement dit. Il y a Aoshi qui s'occupe de toute la partie e-sport, on va dire en gros. Je suis aussi avec Kratos qui s'occupe de toute la partie technique, toute la partie opérationnelle, site web, réseaux sociaux, etc. Et moi qui fais toute la partie commerce. Ok, donc vous avez chacun un peu votre rôle, comme un peu une entreprise peut avoir chaque poste, on va dire, comme voilà, un directeur, un gestion de marketing, etc. etc. C'est ça. C'est exactement ça, donc c'est une association ça, ouais. à but non lucratif. C'est ça, oui. Pour Et le moment, on est une association à but non lucratif. Ouais. Ok. Et comment ça fonctionne de l'intérieur, une structure? Parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent un peu se demander comment vous fonctionnez, vous, du côté de la structure Bella. Car ce week-end, voilà, on a une de vos équipes qui est sur PUBG. Au moment où on tourne la vidéo, vous êtes classé 4ème, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu comment fonctionne une structure de l'intérieur? Ben, comme une entreprise, hein, on gère comme une entreprise gère ses employés, hein, tout simplement. Hein, faut pas. Là, aujourd'hui, j'ai pas pu me rendre à Lille parce que donc quand j'ai un deuxième travail, j'ai mon travail en IRL. Comment on gère une structure? Ben, on a les infos, on est accompagné de managers. Les managers aident beaucoup les dirigeants. C'est eux qui vont être en avant. Ils vont accompagner les joueurs, préparer les LAN, etc. Qu'est-ce que vous demandez justement? Tu nous parles de manager. Est-ce que pour toi, dans l'e-sport professionnel ou même amateur, est-ce que vraiment l'importance de ce manager est un réel besoin, en tout cas pour une structure? Ouais, parce qu'on est vite débordé quand même. On est vite débordé. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de travail pour préparer une LAN, etc. que si on n'est pas accompagné d'une bonne équipe, on peut vite être débordé et du coup être dépassé par les événements, quoi. Donc le manager, comme tu me disais, il se déplace avec l'équipe. Donc du coup, pour vous, un manager, c'est vraiment une personne à proprement parler de l'équipe, ou c'est justement une personne qui est plus à la structure qu'à l'équipe? Alors, elle est plus à la structure qu'à l'équipe, hein, parce qu'elle est là pour accompagner alors, les joueurs, parce qu'on a plusieurs managers, on a des managers à peu près dans tous les domaines, FIFA, Call of, PUBG, etc. Et donc chaque personne a sa spécialité, et on va envoyer la personne qui sait s'occuper on va dire, du jeu approprié. Ok. Donc il y a une personne, un manager donc qui a proprement parlé pour chaque jeu, si je Ouais. dis pas de bêtises. Euh, Comment du côté de la Bella, tu nous dis voilà, comment vous sélectionnez un peu vos équipes? Parce que voilà, il y a beaucoup de structures qui se demandent, on va prendre lui parce qu'il nous a contacté, il a l'air d'être bien, il a 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, c'est cool et tout, on va le prendre, ça nous faire la pub. Comment vous fonctionnez pour justement sélectionner l'équipe qui vous représentera bien sûr dans les événements à venir? Alors que ce soit dans le monde professionnel ou amateur, ce qu'on fait, c'est on fait des essais. Euh, sur le monde amateur, on essaye de sélectionner une équipe. Alors on marche beaucoup au feeling, au résultat. On est quand même en place depuis un petit moment, donc on connaît à peu près les joueurs qui sont dans le monde amateur, pardon.
Et donc on les teste. Si ça fonctionne au moment des tests, eh ben, on va les prendre, on va les envoyer en LAN. Et puis voilà, et le monde professionnel, c'est un peu différent. On va recruter sur les critères e-sportifs. Faut que le joueur soit bon, et puis voilà. Résultats, palmarès, etc. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, ouais. L'important surtout dans la scène professionnelle, c'est ça. Donc par rapport au palmarès et par rapport aux prestations qu'il va proposer dans les futurs événements. Exactement ça, ouais. Ok, ok. Voilà, il y a une question aussi qui me vient tout de suite à l'esprit. Comment t'es-tu lancé dans l'e-sport? Parce que voilà, il faut bien une première pour toi. Pourquoi l'e-sport et pourquoi l'idée, on va dire, une structure comme tu nous as dit vous étiez trois justement à être entre guillemets président, voilà, à gérer toute la Bella. Après, l'e-sport, c'est une passion. On est un groupe de passionnés. À la base, on était un clan sur les premiers Call of Duty. Et ça s'est transformé petit à petit en esprit de compétition. Et du coup, on s'est lancé là-dedans, quoi. On s'est dit, c'est le moment de faire notre propre structure et de voir ce que ça donne, en gros, quoi. Et pour le moment, on essaye de faire. On fait des erreurs, donc on apprend de nos erreurs, et petit à petit, on fait notre petit chemin. Et donc ça marche pas mal pour le moment. Vous êtes quand même des personnes assez expérimentées, puis tout jeune on va dire aussi, hein, vous commencez à vieillir, hein, ça fait des petits cheveux blancs. C'est vrai qu'on joue, moi j'ai commencé à jouer, bon j'étais pas non plus tout jeune, hein, c'était 19-20 ans que j'ai commencé à jouer. Aujourd'hui j'en ai 35, enfin jouer en compétition, pardon. Sinon je joue depuis tout petit. Pareil, Aoshi, il a 41 ans. Le patriarche. Kratos, il a 35 ans, donc on se connaît depuis l'enfance, hein, donc on a des bases solides au niveau de la structure. On sait qu'on se connaît très bien. On a toujours travaillé ensemble, on a toujours grandi ensemble, donc du coup, on se connaît parfaitement. Donc c'est ce qui fait aussi notre force au niveau de la structure. Et après, voilà, de fil en aiguille, on a commencé à construire quelque chose qui donne la Bella Family Gaming aujourd'hui, quoi. Donc la Bella, vous êtes principalement sur quel jeu à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, on est sur 2 jeux. On est sur Call of Duty, donc avec une équipe qui est au CWL National Circuit. Et PUBG qui est à Lille en ce moment pour la Geeks Day. Bien classé à l'heure actuelle. Qui est 4e, et d'ailleurs ils ont fini top 2 la semaine dernière à la DreamHack. Bonne prestation si je dis pas de bêtises, c'est l'équipe de Warren. C'est ça. Donc on avait un joueur FIFA, mais il est parti. On essaye de trouver des joueurs pour R6. En fait, on essaye de toucher à tout. On est vraiment une structure multigaming, donc on ne veut pas se tromper non plus, donc on fait beaucoup de sélections, on a beaucoup de demandes, et on choisit scrupuleusement. Donc faire bien gaffe au recrutement, c'est un peu ce que tu nous dis. Fortnite ou pas? Fortnite aussi, oui. Oui. On a une équipe, oui, sur PS4 qui demande qu'avoir des compétitions pour pouvoir se lancer. Ok, donc Fortnite, hein, qui est un peu le jeu du moment, donc c'est pour ça un peu que je te demande si vous aviez des équipes dessus. Hein, je suis pas joueur Fortnite, hein, je te rassure. Alors, j'aimerais bien une équipe PC pour le moment, mais on n'en a pas, mais on a une équipe PS4. Bon, c'est déjà donc, pas mal pour commencer. Ouais, c'est pas mal, ouais, pour commencer. Tes meilleurs moments en termes de présidence, c'est quoi? C'était à quel moment où tu t'es senti fier d'être là? Voilà, c'est grâce un peu à nous que ces joueurs ils font cette prestation. Et tes meilleurs vraiment moments, à quel événement ça a été? Si c'était dernièrement, comme tu nous disais, peut-être la DreamHack, ou c'était quoi le meilleur moment que tu t'es senti fier en tout cas? J'ai pas de meilleur moment. Nous, on a une particularité chez la Bella, c'est que on se déplace à toutes les LAN. Donc, tous les moments qu'on passe en LAN avec nos joueurs, on les accompagne, et c'est des beaux moments, quoi. J'ai pas de meilleur moment, mais j'ai que des beaux moments, quoi.
Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns quand même? Je pense que ça fait toujours plaisir d'entendre et de se remémorer nous personnellement. C'était quoi ces bons moments que t'as passés dernièrement? Dernièrement, c'était la DreamHack. Bon, après, l'organisation fait que c'était un peu long, mais sinon, tu rencontres des gens humainement. Enfin, c'est magnifique, quoi, de connaître justement les joueurs avec qui, les joueurs que tu as recrutés, passer du temps avec eux, de voir qu'ils sont vraiment agressifs dans le jeu et qu'ils veulent en découdre, quoi. Et c'est pareil pour quand on avait été à Birmingham. Donc c'était notre première compétition internationale en tant que labella. Et c'est pareil, tu rencontres les joueurs, tu discutes, tu les vois jouer, tu les vois s'extasier en pleine compétition e-sport avec des joueurs internationaux. Donc c'est ces moments-là qui fait l'e-sport un vrai sport, quoi. Donc voilà, comme tu disais, voilà, l'e-sport pour toi c'est réellement un sport à en devenir. C'est encore une fois reconnu à 100%. Comme tu disais, voilà, la DreamHack c'était avec votre équipe PUBG et la CWL Birmingham c'était avec votre équipe Call of Duty. Si je Call dis pas of de bêtises. Duty, ouais, c'est ça. Ok, est-ce que tu as des personnes qui t'ont permis d'avancer personnellement, humainement en tant qu'homme, rencontrés bien sûr par rapport à l'e-sport? Euh, Après, c'est pareil, un groupe, c'est toute une communauté, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça, quoi. Donc, il n'y a pas de personne à proprement dit qui te donne un coup de pouce. On va dire, c'est tout un ensemble de choses qui fait que tu as envie d'avancer, que tu as envie de réussir et de continuer à grandir. Et tu es président depuis quand toi? Alors, on a ouvert la structure en 2016, si ma mémoire est bonne, le 19 février, et depuis ce jour-là. Bon, ça s'est fait naturellement. On n'a pas eu. En fait, j'ai le titre de président, mais je suis pas président à proprement dit parce que euh, toutes les personnes qui travaillent pour la structure ont un droit de parole, ou un droit de vote, ou un droit de regard, etc. Donc du coup, aucune décision n'est prise sans les avoir concertées. Et puis voilà, donc on n'a pas il n'y a pas de président à proprement dit, quoi. Ouais, c'est plus un comité d'association. Voilà, c'est un ensemble de personnes qui fait que on arrive à prendre les bonnes décisions. Du côté de la Bella justement, c'est quoi vos projets, vous, en termes d'organisation? Bah, c'est d'évoluer encore plus dans le monde professionnel, sans oublier le monde amateur, bien sûr, mais c'est de continuer à recruter des équipes compétitifs, de faire un maximum de LAN, d'être présent un peu partout, et surtout de changer le visage de l'e-sport. Aujourd'hui, on voit toujours les mêmes structures, on voit toujours les mêmes têtes, et ce qu'on aimerait bien, c'est justement voir d'autres personnes, d'autres joueurs, leur donner leur chance, etc., quoi. Donc ça manque d'organisation, hein, tu nous dis du côté français en tout cas. Du côté français, en tout cas, ouais. Bah, déjà, si on pouvait être reconnu en tant que sport dans le monde du sport en France, ça serait déjà un petit plus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, même si on voit quelques clubs de foot se lancer un peu dans l'aventure, on va dire. Oui, oui, oui. Bah, il y a pratiquement, il y a beaucoup de clubs hein, qui se sont lancés là-dessus. Nous, on est en Pays de Loire, donc il y a le FC Nantes qui a des joueurs FIFA, donc on connaît tous PSG, Monaco, etc. Donc il y a beaucoup de clubs de foot maintenant qui se lancent là-dedans. Ouais. Est-ce que tu penses que justement cet engouement, on va dire pour l'e-sport, que ce soit Fortnite, Call of Duty un peu moins ces temps-ci, plus sur des Battle Royale à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que ça peut être réellement bien que ces grosses organisations footballistiques s'intéressent à l'e-sport? Ah oui et non, parce que oui, parce que ça va apporter du monde, et non, parce que je pense que aujourd'hui l'e-sport coûte quand même assez cher. Et le fait que des grosses structures footballistiques s'investissent dans les sports, je pense qu'ils vont exploser les prix, etc., quoi. Donc les petites structures vont avoir du mal à s'aligner, quoi.
Comment ça grossir les prix en fait? C'est comme aujourd'hui, non? Comme aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir un Neymar qui est transféré à 220 millions Ah, de dollars ou d'euros. Euh, Tu vois, ça se fait entre grands clubs, etc. Donc pourquoi pas dans l'e-sport, le fait d'avoir des grosses structures, justement, va pouvoir leur apporter de meilleures choses que les petites structures actuelles, quoi. après, voilà, certaines structures comme, bah, on va parler un peu football. Par exemple, l'AS Monaco, je prends comme exemple Monaco. Certes, ils ont pris des joueurs peut-être qui ne coûtaient pas forcément très très cher, et justement les faire, les faire se développer, on va dire, et prendre un maximum de capacité pour pouvoir justement grimper au plus haut niveau et justement pour pouvoir être vendu plus cher. Et après, bah, faire un système de formation un peu comme ça. Certaines organisations, je pense, de petits niveaux, bah, de petits niveaux qui se retrouveraient peut-être en difficulté face à ces grosses armadas pourraient peut-être penser à faire ce genre de choses. Mais toutes les structures font ça en fait, hein. Nous aussi, hein, c'est pour ça qu'on garde la section amateur, c'est que chaque joueur est une pépite et pour pouvoir la découvrir, justement, il faut faire les petites compétitions amateurs, etc. C'est comme ça qu'on peut voir si le joueur il a du potentiel. Donc oui, c'est très important la section amateur pour pouvoir recruter les pépites. Et est-ce que justement, moi je vous connais un peu, donc je sais un peu comment vous fonctionnez de temps en temps, mais au niveau de la scène Call of Duty, vous aviez un roster amateur, une section amateur, vous Ouais. avez une section professionnelle à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez Mhm. ça sur d'autres jeux, genre je prends PUBG comme on a parlé de la DreamHack juste avant, est-ce que vous avez ce système un peu d'amateur PUBG et professionnel PUBG? Non, non, on n'a pas ça sur tous les jeux. On avait ça sur FIFA, on avait ça sur Call of Duty. Call of Duty, pourquoi? Parce que c'est un jeu qu'on connaît très bien. On a baigné dedans, donc du coup, on est un peu plus spécialisé sur Call of Duty. Et d'où l'important de recruter du staff pour pouvoir justement élargir nos compétences, comme R6, comme FIFA, etc. C'est des jeux où nous, en tant que fondateurs, on ne connaît pas trop. Et, euh, et l'équipe, par contre, qui nous accompagne, connaît très bien. Et, euh, et le fait d'avoir des joueurs amateurs qui peuvent justement se professionnaliser euh, pourrait aussi apporter un plus, quoi. Ah, c'est vrai qu'il faut il faut passer la marche, on va dire, amateur, professionnel. Quand on nous parle, voilà, de la catégorie un peu PC, catégorie console, comme tu le disais, voilà, vous avez que la section amateur sur plus des catégories console, où il y a vraiment une Mhm. grosse différence amateur-professionnel, tandis que sur PC, on ne voit pas cette différence. Comment, toi, personnellement, tu l'expliques ça? Alors, je pense que c'est pas la même communauté. On va dire que la communauté PC, on va dire qu'elle est un peu plus âgée, un peu plus mature qu'une communauté console. Donc du coup, c'est plus facile pour nous de recruter. On va dire que les amateurs sur PC deviennent vite professionnels, quoi. Et c'est dû par rapport à quoi, on va dire, bah, parce que on voit par exemple sur Call of Duty à l'heure actuelle, on a une catégorie amateur, pour la plupart des moins de 18, et catégorie plus professionnelle plus 18. Donc vraiment il y a une grosse marge mineure majeure, pardon. Mm. Sur PC on la voit pas cette différence. C'est pour ça en fait, je comprends pas pourquoi il y a une grosse différence entre console et PC sur ce sujet-là. Là, c'est une question de maturité, hein, je pense, tout simplement, hein. C'est pas, faut pas chercher plus loin. Euh, Après, sur console, par exemple sur Call of Duty, comme on avait sur Call of Duty, donc comme on avait avant donc une équipe amateur, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui les petites équipes amateurs split très vite. Et alors que sur PC, une équipe va durer dans le temps, et c'est ce qui fait aussi la différence, quoi. Peut-être pour ça que beaucoup d'organisations sont en train de se détourner un peu le regard de Call of Duty. On nous dit oui, c'est par rapport au jeu, mais peut-être pas que. Comme tu le disais, voilà, la stabilité qui est vraiment peut-être pas assez respectée, peut-être sur Call of Duty, surtout sur la scène amateur, scène professionnelle. Mm.
On parle plus de transfert, même si on voit beaucoup au niveau de la Pro League des équipes qui bougent un peu dans tous les sens. Mais on attend vraiment la fin de chaque saison pour le réaliser, tandis que sur la scène amateur, on voit ça bouge Bah, dans tous les sens et à n'importe quel moment. c'est ça, c'est que par exemple sur la scène Call of Duty dans le monde professionnel, on va attendre la fin d'une saison pour pouvoir faire les transferts de joueurs, pour pouvoir améliorer son roster, etc. Alors que sur une section amateur, en pleine saison, une équipe peut split parce qu'elle elle s'est pas entendue sur un moment d'un jeu, etc., quoi. Donc c'est très compliqué de gérer une équipe amateur aujourd'hui qu'une équipe professionnelle. Ah, c'est vrai qu'on voit beaucoup la différence, justement par rapport à ça, le split, les équipes qui bougent un peu dans tous les sens. C'est peut-être ça, on va dire, qui cause un peu le méfait sur Call of Duty à l'heure actuelle. Qu'en penses-tu? Penses-tu réellement qu'il y a un avenir encore sur Call of Duty? Alors, je pense j'ai vu le BO4 là, déjà le trailer du BO4, je pense que déjà ça va être un jeu pas mal. Call of Duty n'est pas terminé, hein. Je pense que c'est le jeu ce jeu-là, il a une grosse communauté. Euh, chaque année, on entend que le jeu il est nul et que du coup, ils vont décaler sur un autre jeu. Et finalement, bah, tu as toujours les mêmes qui reviennent et que le jeu leur plaît et du coup, ils reviennent dessus, quoi. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur WW2. Tous les joueurs qui étaient sur BO2 à l'époque eh ben, sont revenus sur WW2 à un moment, quoi. Ouais, c'est vrai que. Et en plus, là, c'est un peu entre guillemets le gros coup de poker de chez Call of Duty avec la licence Black Ops 4, hein, qui est Black Ops 1 a fait un carton, Black Ops 2 incroyable, Black Ops 3 peut-être un peu moins bien avec l'apparition des jetpacks, mais il restait un peu dans la même dynamique que Advanced Warfare. Et maintenant Black Ops 4 qui a un peu cassé toute cette grosse dynamique et qui va vraiment, je pense, à arriver comme un cheveu sur la soupe et vraiment Ouais. mettre un gros coup de poing à tous les derniers opus peut-être qui n'ont pas forcément trop plu à la scène Call of Duty. En plus, je pense qu'il va s'ouvrir aussi à d'autres communautés, hein, parce qu'ils intègrent aussi un mode Battle Royale dedans. Donc, il a l'air de promettre ce jeu. À voir. À On n'a voir, pas ouais. forcément trop d'informations là-dessus. Pas encore, pas encore. Mais bon, pour ce que j'ai vu, pour l'instant, il a l'air pas mal. Est-ce que justement en termes d'organisation e-sport, c'est facile de se construire justement sur des réseaux sociaux et justement de se faire un nom dans la communauté e-sportive, que ce soit sur n'importe quel jeu? Non, pour une structure, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est les joueurs qui sont mis en avant et pas les structures. Les structures, on a fait les frais déjà dans les réseaux sociaux dans nos débuts sur une mauvaise com. On a vu de vie que on a vu de vie ah, blablabla. On a vite vu pardon que qu'il fallait pas raconter n'importe quoi dans les réseaux sociaux et ça nous avait causé du tort à l'époque. Du coup, on s'est plus professionnalisé, je veux dire, en communication et essayer d'attirer un maximum de personnes. Mais c'est vrai qu'on a vraiment du mal à décoller sur les réseaux sociaux, etc. Bon, après, c'est pas non plus dramatique, hein, mais l'important, c'est que qu'on puisse faire les choses nécessaires pour les joueurs et pour les tournois à venir, quoi. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se demander. Une organisation e-sportive, est-ce que ça coûte de l'argent aux personnes? Parce que voilà, on voit énormément de personnes, vas-y, moi je vais monter mon organisation, hop hop hop, c'est parti. Toi je te recrute, t'es cool, vas-y, toi t'es mon pote, nanani, nanana. Voilà, pour toi, des organisations comme toi, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt? Ou justement pour une organisation e-sportive, pour devenir un minimum professionnel, il faut injecter un minimum d'argent et justement pour pouvoir envoyer ces joueurs en LAN, peut-être pas forcément les payer ou autre, mais en tout cas avoir peut-être un appui derrière. Je dis pas n'importe, je dis n'importe quoi. Par exemple, avoir payer le déplacement ou payer serait-ce que l'hôtel ou même le ticketing. Est-ce que voilà vraiment l'argent a vraiment une grosse importance dans l'e-sport? Malheureusement, oui. Pourquoi? Parce que les déplacements coûtent cher. Si tu as un joueur qui habite à Marseille, il faut que tu l'envoies à Paris, il faut que tu lui payes le train, etc. Après, il y a différentes choses. Dans la section amateur, nous, pour sélectionner des joueurs,
Généralement, on finance pas la première LAN, donc on les met en test. Si les joueurs nous plaisent et que leurs résultats sont satisfaits, ben, du coup, on va leur offrir l'hôtel, on va leur offrir le trajet, on va leur offrir les tickets team, etc. Donc ça dépendra du jeu et des personnes euh, qui feront ce test. Et après, après, dans le monde professionnel où systématiquement les trajets doivent être payés, l'hôtel doit être pris, etc. Donc oui, ça coûte énormément d'argent, quoi. Et est-ce que vous arrivez, vous en termes d'entreprise, je pense que à amortir ces coûts-là, parce que voilà, les déplacements comme tu le disais, les tickets, les machins, les bidules, un peu tous les trucs qu'on peut payer quand on a une organisation et envoyer en LAN son équipe, est-ce que vous arrivez par après à amortir justement ce coût-là? Aujourd'hui, aujourd'hui, on regarde pas non plus ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. On fait vraiment ça par passion. Je pense que toutes les structures qui sont là aujourd'hui le font aussi. Sinon, tu gagnes pas énormément d'argent à être une structure. Tu fais pas ça pour l'argent. Tu fais ça uniquement pour la beauté du jeu et pour la passion, quoi. Ah, il faut être vraiment passionné et pas trop faire gaffe des fois aux dépenses. Si tu veux faire une structure pour gagner de l'argent, t'es sûr de te casser la gueule parce que t'en gagneras pas. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Euh, que penses-tu en tout cas de l'e-sport à l'heure actuelle? Est-ce que pour toi ça reste toujours une passion? Tu adores ça? Tu aimerais peut-être en vivre? Comment tu te ressens en tout cas à l'heure actuelle dans l'e-sport et au niveau de la Bella? Bah, aujourd'hui, ça reste toujours ma passion, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça reste toujours ma passion. C'est devenu un travail à part entière, en investissement en temps. Euh, ça reste très prenant. Et j'aimerais bien en vivre, oui, parce que tout le monde voudrait vivre de sa passion, quelle que soit sa passion. Et, mais malheureusement, il faut vraiment travailler très dur pour pouvoir y arriver, quoi. Donc en attendant, on est tous à faire deux boulots, donc l'e-sport et le boulot en IRL, quoi. Est-ce que vous avez un peu un stéréotype d'une organisation que, entre guillemets, voilà, c'est vraiment entre guillemets, que vous copierez, que vous aimez en tout cas le schéma dont ils ont adopté pour évoluer? Honnêtement, non. Nous, je pense que on a notre propre organisation. On la changera pour rien au monde et aucunement on a envie de copier les autres structures et justement, je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner et qu'on fonctionnera toujours. Donc la patte un peu Bella Family. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est carrément ça. On a notre organisation. Et si tu devais donner un petit message à des personnes qui regarderaient peut-être la vidéo, on sait jamais, et qui voudraient se lancer justement dans la direction d'une organisation et qui voudraient se lancer par exemple demain et qui veulent se faire une organisation, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Que toi tu as fait comme erreur peut-être par le passé? D'être patient. Il faut pas vouloir grandir trop vite. Nous, déjà, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on existe en tant qu'association sous loi, mais on est présent depuis 2005, donc on est vraiment très vieux au niveau du temps, mais faut vraiment être patient, quoi. Faut pas être trop gourmand non plus. Faut donner le temps au temps et voilà, c'est surtout une question de patience, quoi. Par contre, il faut vraiment être passionné. Si t'es pas passionné par l'e-sport ou tu veux juste faire ça pour gagner de l'argent, ça sera pas intéressant. Ouais, surtout que ça demande énormément de temps, comme tu le disais, c'est quasiment comme un deuxième boulot. Donc, une journée de boulot en moyenne, c'est 7 heures. Bon, en moyenne, hein, je Voilà, dis bien, ça dépend du boulot. oui, en moyenne. En moyenne, c'est ça, hein. En moyenne, tu passes 7 heures au boulot dans ta vie réelle. Tu passes 7 heures au boulot pour faire vivre la structure. Et à côté, tu as ta vie de famille aussi qu'il faut faire vivre. Donc, du coup, t'as plus beaucoup de temps pour toi, quoi. Et il y a madame qui tape sous les doigts. Ouais. Ça, c'est comme tout le monde, je pense. On se fait tous défoncer. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions, Magid. Et puis, Merci. bah,
si t'as quelques petits messages à passer à quelques amis ou pourquoi pas passer un petit mot. Non, mais je veux juste rajouter que justement, on a besoin d'autres structures pour pouvoir faire vivre l'e-sport, hein, pour que l'e-sport soit reconnu et que, enfin, notre communauté de structures et de dirigeants puisse grandir, quoi. Donc, faut se lancer, faut pas hésiter. Ah, au taquet. Il est au taquet, Magid, il veut plus d'organisation, il veut plein d'adversaires. Ah oui, ah, ça, plus il y aura d'adversaires, plus il y aura de tournois et plus on pourra montrer qu'on est les plus forts. Bah, merci en tout cas, Magid, et puis bah, à la prochaine, et puis on se retrouvera pour une toute nouvelle interview très prochainement. Bye bye. Merci à toi, salut.